Au menu aujourd'hui, on parle de signes avant-coureurs. Tu sais, là, les petits indices qui nous disent ça va plus, mais qu'on refuse tellement souvent de regarder en face. Eh bien, je vous partage ceux que j'ai vécu tout de suite après l'intro. Re-bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Bye Bye Boss. Au menu aujourd'hui, on va parler des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs qui sont en fait des petits indices qui se présentent pour nous avertir qu'il est peut-être temps de prendre un certain recul pour réfléchir par rapport à notre travail actuel. De vérifier si c'est encore aligné avec nos objectifs, nos aspirations, puis aussi s'il continue toujours à contribuer à notre épanouissement personnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des différents signes qui se sont manifestés chez moi. Si vous êtes dans une remise en question professionnelle présentement, c'est fort possible que vous viviez certains de ces signes-là. Ça se peut que vous en ayez plus, ça se peut que vous en ayez moins aussi, parce que ça varie vraiment beaucoup d'une personne à l'autre. Mais chose certaine, quels que soient vos signes, c'est super important de les reconnaître et surtout de ne pas les nier. Ces petits avertissements-là, quand ils perdurent ou qu'ils s'empirent dans le temps, c'est encore plus important d'y faire face et rapidement. Parce qu'autrement, ils finissent par prendre toute la place puis par nous empoisonner la vie. Jouer à l'autruche puis faire comme si de rien n'était, ça ne les fera pas disparaître comme par magie. J'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. Sans blague, je mets un peu d'humour là-dedans parce que c'est quand même un sujet qui est assez lourd, mais je suis très sérieuse par contre quand je dis que c'est crucial d'en tenir compte parce que c'est important de préserver son bien-être et aussi sa santé globale. Puis pourquoi je dis global? En fait, c'est parce que quand ça se met à mal aller au travail, souvent les autres sphères de notre vie risquent de manger une claque aussi, comme on dit en bon québécois. Ça peut venir affecter notre vie de famille, notre couple, nos enfants, nos amitiés, nos relations, notre santé physique, mentale, name it. Bref, ça peut contaminer plusieurs sphères de notre vie quand notre sphère professionnelle va vraiment pas bien. Pour les personnes les plus visuelles, moi, ce que j'aime bien utiliser comme image, c'est l'image de la voiture avec une crevaison. Tu sais, imaginez que vous êtes une voiture puis que chaque pneu sur votre voiture représente une sphère de votre vie. Si le pneu qui représente votre travail est en crevaison puis que vous continuez à rouler comme si de rien n'était, votre voyage, là, il risque de pas être bien agréable, disons. Puis c'est la même chose avec notre emploi qui ne nous convient plus. La vie peut devenir très, très, très difficile quand ça va mal au travail. Donc, prendre du recul, se consulter soi-même, tu sais là, consulter sa petite voix intérieure, c'est tellement important. Quand on pose une question à notre voix intérieure, elle ne nous répond jamais avec de la bullshit. Elle ne va jamais dire, mettons, attends un petit peu, là, je vais prendre un petit moment pour y penser, là. Laisse-moi 3-4 jours, là, puis je vais te revenir avec une réponse. Non, c'est pas ça pantoute qu'elle fait. La réponse, elle vient sur le champ. C'est soit c'est oui, c'est soit c'est non. Point final. Puis, s'il y a une chose que j'ai appris à la dure durant mon parcours, c'est que la petite voix, elle a toujours raison. Et surtout, elle ne ment jamais. Là, j'ai envie de commencer ça avec un petit exercice. Un petit exercice, dans le fond, pour vous aider à initier la réflexion en vous, pour ouvrir le dialogue avec votre intuition. Je vais vous lire 3 questions bien simples. Puis le but de l'exercice, c'est vraiment juste d'écouter la réponse qui monte automatiquement en vous. Essayez surtout pas là, de la changer ou de négocier avec ce qui monte. Faites juste l'accueillir sans jugement. Donc, la première question. Est-ce que vous vivez de l'insatisfaction persistante et grandissante au travail? Tu sais, là, les petites frustrations qui s'accumulent au fil du temps puis que vous avez encore sur le cœur. Question numéro 2. Avez-vous le sentiment de stagner? Que vous avez atteint un plateau duquel vous n'arrivez plus à vous sortir? Tu sais, la fameuse impression d'avoir fait le tour, tu sais, que les papillons sont complètement disparus, on est pas mal sur le pilote automatique. Question numéro 3. Vous est-il déjà arrivé de remettre en question la valeur que votre emploi apporte ou ajoute à votre vie puis à celle des autres? De vous demander à quoi ça rime tout ça? Pourquoi je fais encore ce que je fais présentement? Je connais pas vos réponses, mais moi, quand j'ai moi-même fait l'exercice, la réponse était oui partout.
C'était vraiment pas joli, ma situation. Alors, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'on part. Donc, mon premier signe, c'est vraiment manifesté dans l'insatisfaction qui était causée par la routine dans mes tâches. C'était une insatisfaction qui était persistante, qui était de plus en plus grandissante au fil du temps, puis à la fin, était devenue carrément omniprésente. Au début, ça commençait avec un manque d'enthousiasme quand il y avait un nouveau projet qui était lancé. Je m'explique. Dans mon domaine, j'étais impliquée dans la mise en œuvre de plusieurs projets. Chaque projet en soi était unique, mais il y avait quand même tout le temps une certaine redondance d'un projet à l'autre. Puis, pas que ce que j'avais à faire, c'était toujours identique à 100%, mais il y avait toujours une certaine routine dans les tâches que je devais faire. C'était super cyclique, en fait. Puis ça, c'est bien pendant une certaine période de temps d'avoir de la répétition dans son emploi, mais quand on apprend des nouvelles tâches, exemple, qu'on apprend des nouvelles responsabilités, c'est correct. Mais avec le temps, ça a fini par user mon intérêt. Puis à un certain stade, je me suis sentie devenir comme une sorte de machine. Un peu comme si j'étais devenue un robot là, d'une chaîne d'automatisation, là, de fabrication, comme d'une usine, puis un robot qui fait tout le temps les mêmes actions dans le même ordre, projet après projet. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu une perte de motivation quand on avait des nouveaux projets qui nous étaient présentés parce que je pouvais déjà anticiper qu'est-ce qui m'attendait. Il y avait zéro surprise, zéro excitation. Puis dans ma situation, c'était un aspect qui aurait pu difficilement être changé parce que l'organisation pour laquelle je travaillais était beaucoup trop grande. Puis ça faisait déjà plusieurs années que ça fonctionnait comme ça. Fait qu'il fallait simplement que je l'accepte. C'était ça, ma job. Puis heureusement, j'avais des très bons collègues de travail, des bons gestionnaires compréhensifs, à l'écoute. J'ai eu une directrice en or. Je manquais jamais de reconnaissance de leur part. Mais avec le temps, j'ai commencé à trouver que je n'étais pas utilisée à mon plein potentiel. J'avais comme une espèce de soif qui n'était jamais assouvie. Au point qu'à un moment donné, je me suis retrouvée avec l'impression d'avoir régressé même au niveau du développement de mes compétences. Un autre signe qui est apparu, en fait, c'était plus à l'intérieur de moi. C'est que j'ai vu un changement dans mon discours intérieur. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature plutôt positive, normalement. Tu sais, j'ai le bonheur facile, comme on dit. Je suis la première personne à remonter les troupes quand quelque chose va mal. Je vois facilement le positif dans une situation difficile. Mais là, j'observais que mon discours intérieur, il s'était transformé. Il était rendu plus négatif, plus plaintif même. Puis des fois, quand j'en avais ras-le-bol, mon discours extérieur prenait aussi une teinte chialeuse. Puis ça, je me souviens, là, je détestais me voir comme ça. Puis avec le temps, il y a comme un état d'esprit malsain qui s'est installé, puis qui est venu progressivement diminuer la flamme que j'avais tout le temps eue avant pour mon travail. Puis malheureusement, cette flamme-là, elle a fini par s'éteindre complètement. Mon manque d'enthousiasme, il était généralisé à un point tel là, que ça a fini par se transformer en bore-out. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, le terme bore-out, en résumé, c'est que c'est un épuisement professionnel qui est causé par un ennui profond qu'on ressent au travail. Et là, j'ouvre une parenthèse, je vous rappelle que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je suis pas non plus en train de vous dire que si vous vivez au travail de l'ennui, vous faites un bore-out. C'est pas ça du tout le point. Si vous vous interrogez par rapport à ça, faites vos propres recherches et consultez un professionnel de la santé. C'est super important. Fermeture de la parenthèse. Ce que j'essaie de vous dire, dans le fond, c'est que un bore-out, c'est pas à prendre à la légère. Au contraire, il faut prendre ça très au sérieux parce que les séquelles, dans mon cas, en tout cas, ils ont été nombreuses. Puis j'ai trouvé ça très, très, très difficile de m'en sortir. Puis en fait, de rompre ce cercle vicieux-là qui était installé très, très confortablement en moi. Puis avant de toucher le fond, j'avais tenté plusieurs choses pour retrouver ma motivation. J'avais essayé, entre autres, de changer de poste, d'aller travailler dans une autre équipe même. Mais l'affaire, c'est que peu importe dans quelle équipe je me retrouvais, j'étais toujours devant le même constat. J'avais un sentiment de stagnation, un peu comme si j'avais atteint un plateau, mais que je ne savais pas comment m'en sortir. Puis ça me faisait vivre beaucoup de frustration parce que je me sentais tellement impuissante puis je voulais donc pas partir dans le fond. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, que la lune de miel continue
Puis c'est pas ça qui s'est passé, malheureusement. Donc, c'était vraiment malgré moi la tournure des événements. Un autre signe que j'ai vécu, le stress. Ah, le stress. Parlons-en du fameux stress. Je pense que tout emploi vient avec sa dose de stress, puis que c'est tout à fait normal. C'est inévitable, en fait. Peu importe l'emploi qu'on occupe, ça vient avec une dose de stress. On dit même que le stress est essentiel dans la vie pour notre propre survie. Puis c'est correct. Je suis d'accord à 100% avec cette affirmation-là, mais tant que ça reste sain, puis que ça ne devienne pas chronique non plus. Quand on vit du stress non-stop, sans aucun break, sans aucune récupération, c'est là que ça devient problématique. Il faut savoir que dans mon milieu, il y avait quand même une certaine inconstance dans la charge de travail. C'est-à-dire que des fois, on avait tellement de projets et de choses à faire en simultané que je manquais d'heures dans une journée pour tout faire ce que j'avais à faire. Puis il y avait d'autres moments, des moments de l'année, où il y avait une chute drastique de la charge de travail. Avec le recul, là, je vous dirais que les creux que j'ai vécus m'ont pas tant affecté parce que j'essayais de les apprécier quand ils passaient, mais je trouvais ça quand même difficile. Puis, il y en a peut-être un là, que je me souviens qui avait duré particulièrement longtemps, puis j'avais trouvé ça vraiment difficile à vivre. Mais le reste du temps, c'était vraiment tout le contraire, surtout pendant puis après la pandémie, parce que la charge de travail, elle avait augmenté à un niveau de l'ordre du jamais vu. C'était rendu très, très, très difficile à gérer côté énergie. Avoir de la poudre dans le toupette, là, c'est ce que je vivais la majorité du temps. Puis là, je parle au jeu, mais parce que je ne veux pas parler pour mes collègues, mais je n'étais pas toute seule dans cette situation-là. Puis ironiquement, c'est que j'y prenais goût. J'en voulais toujours plus. J'étais la première à lever la main quand quelque chose sortait. Puis des fois, je me disais que, en fait, je me dis maintenant que je devais réagir de même pour ne pas voir mon insatisfaction. Parce que ce qui m'a donné l'indication à un moment donné que mon stress avait vraiment atteint un niveau qui était rendu inacceptable, c'est que j'avais commencé à faire de l'insomnie. Puis au début, c'était une mauvaise nuit de temps en temps, mais dans ma dernière année, c'était rendu un problème qui était vraiment chronique. J'ai même dû prendre la médication pour me garder endormie assez longtemps parce que moi, mon pattern d'insomnie, c'était que je m'endormais immédiatement, mais qu'à 2-3 heures du matin, je me réveillais. Fait que pour pouvoir faire une nuit qui était acceptable, j'ai dû prendre de la médication pour pouvoir récupérer puis faire une journée qui avait un semblant de normalité le lendemain. Je dormais très, très peu, puis la qualité de mon sommeil était vraiment exécrable. Tu sais, comme je vous disais, quand tu te réveilles à 2-3 heures du matin puis que le hamster commence à spinner dans ta tête, là, puis là, au moment que enfin tu t'endormirais, c'est l'heure que ton cadran sonne, c'est en plein ça que je vivais à tous les jours. J'avais beau méditer, faire des respirations contrôlées, faire du yoga, des étirements, il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. Puis pourtant, je mettais toutes les chances de mon bord parce que j'avais même cessé de prendre de l'alcool. Je n'étais pas une grande consommatrice d'alcool, mais je ne prenais plus du tout d'alcool. Je ne buvais pas de café après l'heure du dîner. Mon problème était tellement rendu sévère que j'ai même commencé à vivre de l'anxiété nocturne. Chose que je n'avais jamais faite, jamais vécue de toute ma vie. Puis quand je repense avec le recul, je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre ou même survivre, que je devrais dire, dans cet état-là pendant aussi longtemps. J'étais tellement en carence de sommeil là, que fallait que je fasse des power naps durant mes pauses ou sur l'heure du dîner pour pouvoir être en mesure de terminer ma journée. Des power naps, là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, là, c'est une courte sieste là, d'à peu près 10-15 minutes, là, juste assez longue, mais pour pas tomber, par contre, dans un sommeil profond. Puis le but de ça, c'est de te redonner rapidement de l'énergie. Quand je faisais mes tâches, j'avais observé que j'avais de plus en plus de difficultés à maintenir mon rendement habituel. Moi, j'avais toujours été une employée qui était productive. J'en prenais quand même beaucoup sur mes épaules. J'ai toujours été comme ça. Ça a toujours fait partie de moi. Mon professionnalisme aussi était bien apprécié de mes gestionnaires. Mais à un moment donné, c'est mon perfectionnisme qui s'est retourné contre moi parce que j'arrivais plus à maintenir un niveau de productivité qui me satisfaisait. Puis là, j'ai commencé à être déçue de moi, à moins me faire confiance, puis mon estime personnelle en prenait un coup des fois.
Puis parfois même, je me surprenais à commencer à tourner les coins ronds. Puis ça, je vous dirais que ça paraissait pas tant, là, vu de l'extérieur, là, vu que j'en donnais toujours plus que qu'est-ce qu'on me demandait. Mais pour moi, ça contribuait quand même à renforcer l'insatisfaction que je vivais à l'intérieur de moi. Du côté des signes plutôt physiques, j'étais constamment fatiguée. J'avais énormément de difficultés à me lever le matin, même si je n'étais pas endormie, parce que mon sommeil, en fait, il n'était plus du tout récupérateur. Je snoozais parfois 5-6 fois à chaque matin. J'avais l'impression qu'on était tout le temps rendu dimanche. Je me levais pratiquement chaque matin avec une douleur dans les mâchoires, là, parce que je serrais toujours les dents sans m'en rendre compte dans mon sommeil. Puis mon dentiste m'avait même confirmé que j'avais eu des fissures dans les dents à force de serrer les dents fort durant la nuit. À part de ça, j'ai fait beaucoup de basse pression. En fait, j'en faisais constamment, puis ça inquiétait beaucoup mon médecin à l'époque. Je perdais souvent l'équilibre, même assise. J'étais étourdie en permanence, un peu comme si j'étais sur un bateau, sur l'eau 24/7. Puis j'avais aussi beaucoup de problèmes d'attention. J'oubliais plein de choses, tant au travail que dans ma vie personnelle. Puis ça, c'était vraiment inhabituel chez moi. Quand je recevais des courriels, des fois, je pouvais les lire 4-5 fois avant de réussir à me concentrer puis à comprendre c'était quoi l'objet du courriel. J'étais beaucoup moins structurée, moins organisée, moins efficace. Un autre phénomène, là, vraiment, que ça m'étonnait à chaque fois parce que j'en revenais pas d'être rendue là, c'est que j'avais beaucoup d'absence. Tu sais, comme, mettons, j'étais en rencontre, j'étais là physiquement, mais mentalement, là, mon attention était complètement partie ailleurs, là, dans le néant, en fait. Parce que souvent, quand je revenais à moi, puis que je regardais l'heure, là, je réalisais que j'avais été absente pendant plusieurs minutes. Puis je vais vous dire, là, une chance que je me faisais pas poser de questions sur qu'est-ce qui venait d'être dit, parce que j'aurais pas su quoi répondre. C'était vraiment pathétique, là. J'avais beaucoup de migraines aussi, des migraines répétitives. J'ai eu des nausées. Mon appétit avait beaucoup diminué, puis j'avais perdu beaucoup de poids, assez que les gens dans mon entourage le remarquaient. Moi qui est super active, je faisais plus d'exercice. J'avais le teint malade. Puis pourtant, là, je suis quelqu'un qui a le teint plutôt basané normalement, mais j'étais tellement blême. J'avais les traits tirés, mes yeux, mon regard, c'était complètement éteint. Je souriais pratiquement plus. Puis je me souviens un jour, je regardais des photos de famille sur l'écran de veille de la télévision dans le salon. Puis quand je voyais des photos de moi qui dataient genre de il y a 10-15 ans plus tôt, je souriais, j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais soignée, j'avais l'air sereine, là, heureuse. Mais les photos plus récentes, là, celles qui avaient été prises dans les 3-4 dernières années avant que je tombe en arrêt médical, et boy, c'était pas beau à voir. Du côté des signes psychologiques, je voyais clairement là, que j'étais en chute libre. J'avais souvent envie de pleurer, sans aucune raison particulière. J'étais souvent nostalgique, triste. Je me reconnaissais plus du tout, en fait. Puis au niveau de mon énergie vitale, elle était tellement rendue basse que ma famille aussi en a souffert. Puis ça me rend vraiment... ça m'attriste encore aujourd'hui parce que mon conjoint puis mes enfants, il n'y avait plus la Cathy qu'ils avaient connue. J'étais rendue tellement impatiente, irritable, imprévisible. Puis tant pour eux que pour moi, là, j'avais énormément de sauts d'humeur. J'étais très, 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 très difficile à comprendre. Puis j'avais de moins en moins d'énergie pour eux, alors qu'ils en auraient eu besoin. J'avais plus d'énergie non plus pour ma vie sociale. Je m'isolais de plus en plus. J'avais plus de passe-temps. J'avais plus de passion. C'était un peu, en fait, comme si j'étais morte en dedans. J'avais l'impression d'être en train de faire mon temps. La vie, en fait, là, ça se résumait pas mal à ça. Métro, boulot, dodo. Il n'y avait pas le métro, là, parce que je travaillais de la maison, là, mais je pense que vous comprenez l'image. Bref, ma vie était totalement hors de contrôle. Puis ce qui est le plus triste là-dedans, c'est que j'étais suffisamment lucide pour m'en rendre compte. Mais j'avais vraiment involontairement choisi de rien faire. Puis pourquoi? Je le sais pas. Probablement parce que je sentais pas que j'avais la force de le faire. Puis involontairement, c'était un peu comme si je m'étais résignée à rester dans cet état-là.
à demeurer dans ma zone de confort, même si elle était totalement inconfortable puis incroyablement médiocre. Je cachais mon malheur d'une manière magistrale à tout le monde. À mes collègues, à mes gestionnaires, à mon entourage, à ma famille, il n'y avait rien ou presque rien qui paraissait. Je faisais même à croire au monde que j'aimais ma job. Et c'était pas un mensonge qui était volontaire parce que je suis pas quelqu'un qui est menteuse dans la vie. C'était plutôt comme un mécanisme de défense pour me garder les yeux fermés puis me convaincre que tout allait bien. Puis pourtant, là, j'étais complètement en mode survie. J'en arrachais là, vraiment royalement. Puis aujourd'hui encore, j'ai de la difficulté à identifier vraiment quand précisément je l'ai échappé. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé, ça, c'est sûr et certain, comme tout le monde d'ailleurs, mais dans mon cas, les signes étaient apparus bien avant mars 2020. Le temps finit par faire son œuvre, puis ce qui devait arriver arriva. Mon état physique était tellement devenu, mon état mental en fait, était tellement devenu misérable à cause du stress et de l'insomnie que je me suis ramassée avec un épuisement physique immense. Puis ensuite, ça s'est transformé en dépression majeure. Et quand je me suis retrouvée en dépression, c'était pas évident pour moi de faire la part des choses, de distinguer les émotions que je vivais à cause de la dépression versus celles que j'aurais vécues de toute façon, advenant que je ne m'étais pas retrouvée dans cette condition médicale-là. Donc, j'ai dû faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de résilience, puis de prendre le temps de me guérir. Moi, j'étais habituée de vivre à 100 000 à l'heure, mais là, j'avais pas le choix. Il fallait que j'arrête, que je ralentisse. Et c'était plus moi qui décidais de la cadence. Quand je tombais en congé de maladie, je pensais pas du tout quitter mon emploi à ce moment-là. Mais pas du tout. Tu sais, je m'attendais à être partie pour quelques semaines, peut-être quelques mois, mais jamais, au grand jamais, j'aurais pensé que je ne reviendrais jamais. Puis ça, c'est parce que je suis issue d'une famille où la mentalité n'est pas de quitter un emploi stable avec un gros fonds de pension. Dans la vie, on travaille fort et dur pour gagner sa paye. C'est dans ce milieu de famille-là que j'ai grandi. Puis je ne pointe pas de doigt à personne, c'était juste comme ça que les choses étaient. Au contraire, dans mon cas, je pensais juste à guérir le plus vite possible pour retourner au travail. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés à lâcher prise, puis à admettre que je devais poser un genou à terre pour un certain temps. Dans ma thérapie, une fois que je me suis mise à aller un peu mieux mentalement, après environ 7-8 mois, je dirais, d'arrêt de travail, j'ai commencé à repenser à mon avenir professionnel, puis c'est là que la réalité a frappé vraiment de plein fouet. Parce que c'est là que j'ai constaté qu'il y avait plusieurs signes avant-coureurs qui s'étaient manifestés avant que je devienne officiellement malade, que le diagnostic tombe officiellement. C'est là que j'ai remarqué que les signes étaient toujours présents. Même que quand je m'imaginais retourner au travail, je ressentais tout le temps un gros serrement au niveau de la gorge. Je devenais, tout de suite quand je pensais ou je m'imaginais être assise à mon bureau, je devenais crispée de partout dans mon corps. J'avais une boule dans le ventre, puis je ressentais encore la même insatisfaction, le même manque d'épanouissement, puis la même absence de motivation. Donc, j'ai pas eu le choix de les regarder en face pour vrai cette fois-là. Puis pour la première fois de ma vie, j'étais foncièrement déterminée à changer les choses, à cesser de vivre dans le déni, puis surtout à briser le cercle vicieux dans lequel j'étais. Et dans mon cas, ça voulait dire quitter mon emploi. Parce que, il répondait plus à mes besoins, il répondait plus à mes aspirations, il répondait plus à mon bonheur, puis parce que j'avais changé. Parce que c'est ça qu'on fait les humains, on change puis on évolue. Au total, ça va m'avoir pris 13 mois pour me relever. 13 mois pour reconstruire ma santé. Puis j'irai jamais dire que mon emploi est un échec sur toute la ligne, puis que ce que je vous ai dit depuis le début de l'épisode, c'était présent depuis le jour 1. Ce serait totalement faux de dire ça parce que j'ai vécu de très, très beaux moments au cours de ma carrière. Mais je vous mentirais aussi si je vous disais que j'aurais pas aimé ça allumer plus tôt dans ma vie. Mais en même temps, j'ai fini par comprendre une chose, c'est qu'il n'était jamais trop tard. Qu'il n'est jamais trop tard pour changer de trajectoire, qu'il n'était pas trop tard pour embellir ma vie, qu'il n'était pas trop tard pour décider de ce qui me convenait, puis de ce qui me convenait plus.
qu'il n'était pas trop tard de choisir mon bonheur, qu'il n'était pas trop tard pour me sentir vivante. À 46 ans, là, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour me choisir. Et là, je peux vous garantir que c'est maintenant irrévocable. Donc voilà, c'était les signes avant-coureurs que j'ai expérimentés durant ma remise en question professionnelle. Puis, tu sais, bien sûr, il y en existe plein d'autres, là. Puis souvent, le dominateur commun, quand on se met à regarder les signes qui peuvent se présenter, il y a souvent la notion de manque à l'intérieur. Tu sais, mettons, on peut penser rapidement, ça peut être un manque d'incompatibilité entre nos valeurs personnelles, nos convictions, puis celles de l'employeur. Il peut y avoir un manque de reconnaissance, un manque de liberté, un manque d'autonomie, manque de rétroaction positive au travail, manque de respect, que ce soit au niveau des valeurs éthiques ou de la personne. Manque de relations humaines. Avec le virtuel, maintenant, il y a tellement de travail en silo, entre autres, que ça cause beaucoup de l'isolement chez certains employés. Ou tout simplement, ça peut être le désir de se réaliser dans une nouvelle carrière, ce qui est très légitime, en fait, parce qu'on a le droit de changer. Peu importe notre âge, peu importe le nombre d'années, de mois, de jours même qu'on occupe notre emploi. Alors sur ce, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis si c'est le cas, je vous remercie vraiment de le partager, d'en discuter avec vos proches, parce que le premier pas pour régler une situation qui ne convient plus, c'est d'en parler. Je vous rappelle aussi de ne pas hésiter à m'écrire de nouveau si vous avez des commentaires, des questions ou même des suggestions. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages à la suite de la mise en onde du premier épisode, puis je veux que vous sachiez là, que ça m'a vraiment beaucoup touchée, que vous voyez de la valeur puis de la pertinence à parler de ce sujet-là. Donc vraiment, merci du fond du cœur d'avoir répondu présent. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!